on s'est arrêté sur un point qui est l'entropie. D'abord, est-ce que vous m'écoutez très bien? Donc, mettez ça dans les commentaires pour que je puisse continuer. S'il vous plaît, mettez ça. Est-ce que le son est bon? Conversion, oui. Les autres? Oui, donc c'est bien. Je démarre donc le cours. Bon, je reviens à l'entropie. Donc, nous avons dit un petit résumé sur l'entropie. Bon, l'entropie, c'est quoi? C'est une fonction d'état qui présente la manière comment l'énergie se transforme d'un état initial à un état final. Toujours, on applique ça pour les réactions chimiques. Donc, nous avons dit, si une réaction chimique s'accompagne d'une augmentation de désordre, la réaction est probablement spontanée. Mettez ça très bien dans la tête. Donc, l'entropie mesure le désordre de l'énergie. Donc, si on passe d'un état solide à un état liquide, la réaction s'accompagne d'une augmentation de désordre. Si on passe d'un état liquide à un état gaz, aussi nous avons une augmentation de désordre, c'est-à-dire que l'énergie va être dispersée dans des zones importantes de l'espace. Voilà. Donc là, il faut, lors de l'analyse d'une réaction, essayer de voir, bon, c'est un conseil, hein, pour détecter le désordre, essayez de voir l'état de votre réactif et l'état de votre produit. C'est-à-dire voir l'état gaz, l'état solide, l'état liquide, c'est important. Parce que si la réaction passe, par exemple, d'un état liquide à un état gaz, la réaction probablement s'accompagne d'une augmentation de désordre. C'est-à-dire l'entropie va être important. Et cette mesure-là qui est delta S, nous avons dit que delta S égale l'entropie des produits moins l'entropie des réactifs. Et ça se calcule par l'expression de la loi de S. Bon, j'ai mis ça, regardons cette diapositive, que même pour delta H, pourquoi? Parce que ce sont des fonctions d'état, on peut appliquer la loi de S. C'est-à-dire, et justement, c'est le point le plus important pour dire que votre réaction aura lieu dans le sens direct, c'est-à-dire elle sera probablement irréversible, donc spontanée, si par la mesure de delta S. Donc, delta S, en appliquant toujours la loi de S, mais regardons ici delta S, j'ai mis standard, parce que c'est comme delta H, il y a le delta H standard, il y a le delta H de la réaction. Donc, pour l'entropie, nous avons aussi l'entropie standard, c'est-à-dire à des conditions standards, la pression une atmosphère, les concentrations sont une fois molaires, donc on va revenir à l'état standard après. Donc, on peut calculer delta S standard toujours en appliquant la loi de S, si on est dans les conditions standards, donc la même chose. J'ai donné ici un exemple, bon, la formation de HBr, donc nous avons discuté cet exemple la séance passée. Et nous avons dit que delta S standard de cette réaction, c'est delta S de formation parce qu'on est en train de former HBr. Égale S0 l'entropie des produits, qui est le HBr, moins l'entropie de quoi? Des réactifs. Il s'agit de l'hydrogène, il s'agit du brome. Donc, on va faire la soustraction et on aura ce qu'on appelle delta S standard de cette réaction. Entropie standard de la réaction de formation de l'acide hydrobromique. Voilà. Maintenant, si on va dire, donc, jusqu'à présent, nous avons, mettez dans la tête, parce que je vais entamer une troisième fonction d'état. Mais cette troisième fonction d'état a une relation
avec les deux fonctions d'état qui sont très importantes, qui est delta H et delta S. Maintenant, quelqu'un va me donner la question suivante. Si je connais delta H et si je connais delta S, comment je peux savoir que ma réaction est vraiment spontanée? Parce que, si vous vous souvenez, dans le but de ce cours de thermo, nous avons dit que l'objectif est de prédire le sens d'une réaction. Nous avons discuté ça normalement d'une façon, mais n'est pas précise, que si delta H est négatif, nous avons dit que la réaction est favorable. Nous avons dit si l'entropie est positive, la réaction est spontanée. D'ailleurs, si on va conclure, donc delta H négatif, l'entropie positive, ça vous donne une spontanéité de votre réaction. Ça veut dire quoi? Que votre réaction, normalement, est irréversible et vous aurez la formation de votre produit. Je ne sais pas ce que vous avez compris, ce point. Sinon, je refais. Mettez ça dans les commentaires. Donc, la première conclusion, avant d'entamer la troisième fonction d'état, c'est que si ma réaction possède un delta H négatif et elle possède une entropie positive, à 90% plus, ma réaction est spontanée. La question qui se pose maintenant, si delta H positif, ou bien il n'y aura pas une augmentation de l'entropie, est-ce que ma réaction aura lieu ou non? Et donc là, il faut voir les probabilités. Quelles sont les probabilités? On a 4 probabilités maintenant. Si on va entamer la troisième fonction d'état, nous avons 4 probabilités pour juger la réaction. Est-ce qu'elle est spontanée ou non? C'est-à-dire, est-ce que ma réaction est un équilibre ou bien une réaction totale, si vous voulez? Donc, nous avons 4 propositions. Pourquoi pas 4 propositions? Parce que, en se basant sur delta H, delta H peut être exothermique ou bien endothermique. Donc, nous avons 2 probabilités. L'entropie, delta S, soit il est en train d'augmenter pour un processus, ou bien il est en train de diminuer pour un processus. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un changement ou non? Donc, nous avons 2 probabilités. Donc, 2 probabilités pour l'entropie, 2 probabilités pour l'enthalpie. Donc, nous avons en total 4 probabilités. Maintenant, j'ai entamé une probabilité, laquelle, si delta H négatif et l'entropie positive, la réaction est spontanée. Donc, on a répondu sur cette première probabilité. Il nous reste les 3 probabilités, lesquelles, delta H négatif, l'entropie diminue, c'est-à-dire il n'y a pas une variation de l'entropie. Et les autres probabilités, si vous avez delta H positif et les entropies positives ou bien en augmentant ou bien en se diminuant. Donc là, vous avez les 3 probabilités restantes. Donc, qui a traité toutes ces probabilités? Eh bien, c'est le savant Gibbs. Voilà. Donc, ça, c'est une introduction pour passer à la troisième fonction d'état qui vous intéresse, bien sûr, pour dire d'une façon claire et absolue quel est le sens de notre réaction. Voilà. Mettez dans les commentaires si vous avez compris cette idée-là. Donc, Gibbs, c'est le savant Gibbs, a essayé de vous donner par une fonction simple une prédiction de votre réaction. C'est-à-dire la réponse sur la question suivante. Est-ce que ma réaction aura lieu ou non? Voilà. Bon, je ne vais pas faire la démonstration de cette expression parce que ce n'est pas nécessaire. Donc, vous allez prendre cette troisième fonction d'état. Elle est en relation, certes, en regardant quand je mets ici, donc elle est en relation avec l'enthalpie et l'entropie, bien sûr, par l'intermédiaire de la température. Parce que la température, bien sûr, c'est le facteur pratiquement le plus important pour une réaction chimique. Donc, il a donné ce qu'on appelle une fonction de Gibbs. Et des fois, vous trouverez le nom l'énergie libre. Donc, mettez les termes dans la tête, non? Donc, il y a ce qu'on appelle la fonction de Gibbs ou bien l'énergie libre. Bon, il y a 2 termes. L'expression mathématique de cette énergie, c'est G égale H, l'enthalpie, moins TS.
Voilà. Je calcule ce terme. Regardons, c'est très simple. Je peux calculer, bien sûr, durant un processus, une variation. Et nous, on discute toujours la variation. J est une fonction d'état. Donc, j'ai le droit de dire la variation delta G. Delta J égale à quoi? Égale la variation de l'enthalpie, qui est delta H, moins T, je travaille à des températures fixes, donc T, delta S. Voilà. C'est sa troisième fonction d'état qui va vous donner la réponse sur toutes les probabilités que j'ai citées tout à l'heure. C'est-à-dire de dire ma réaction aura lieu ou non. Est-ce que ma réaction va vous donner les produits? Ou bien elle est en un état d'équilibre? Et donc, c'est G. Ce n'est pas le H. Ce n'est pas l'entropie qui va vous répondre. C'est la fonction de Gibbs. Regardons G. G est une nouvelle fonction d'état qui s'appelle l'enthalpie libre. Elle caractérise un système. Bon, quelqu'un va me poser la question, comment à travers le calcul de G, de dire est-ce que ma réaction aura lieu ou non? C'est de voir le signe, c'est tout à fait le signe de G, ou bien de delta G. Bon, delta G, c'est comme delta H. Bon, elle peut avoir des valeurs négatives. Bon, lors de calcul, si je calcule ce terme-là, delta G égale delta H moins T delta S, je peux voir une valeur positive, négative ou nulle. Donc, nous avons trois probabilités pour le signe de G, ou bien delta G. Je préfère de dire delta G parce qu'on discute la variation. Donc, cette variation-là, regardons cette variation-là, on peut la voir aussi dans des conditions standards. Regardons, j'ai mis delta G 0. C'est comparaison avec delta H 0, comparaison avec delta S 0. Donc, si je travaille dans des conditions standards, on parle de delta G 0. Ça, c'est un titre d'exemple pour voir quelle est la variation de cette troisième énergie qui est liée à l'enthalpie et liée à l'entropie. Donc, on appelle ça delta G standard. Standard, regardons qu'est-ce que j'ai mis ici. J'ai mis état de substance et j'ai mis son état standard. On parle toujours d'un état de pression et l'atmosphère et des concentrations inframolaires. Si, par exemple, vous disposez des réactifs ou bien des produits à des concentrations inframolaires, on parle de delta G0 standard. Et cette valeur-là, bon, je vais aller rapidement parce que c'est pratiquement, c'est comme delta H et delta S. On parle de delta G standard pour les réactions qui se calcule par quoi? Par la loi de S. Donc, regardons que la loi de S, elle est applicable pour n'importe quelle fonction d'état. Mettez ça dans la tête. Donc, je peux calculer pour cette réaction les trois grandeurs. Quelles sont les trois grandeurs? Je peux calculer delta H, je peux calculer delta S et je peux calculer delta G. S'il s'agit des conditions standards, je vais mettre l'indice 0. Les conditions standards sont spécifiées ici. La pression et l'atmosphère, s'il s'agit des gaz. S'il s'agit des liquides et des solides, je ne parle pas. Donc, les états sont les états de référence. Et s'il s'agit d'un état de référence, nous avons dit que delta H est nul. Mais attention, l'entropie n'est jamais nulle. Et ça a été expliqué le cours passé. Je ne sais pas ce que vous avez compris ou non. Mettez ça dans la partie commentaire si vous avez des problèmes. Voilà. Donc, si je reviens maintenant à calculer cette variation de l'enthalpie standard, donc j'applique la loi de S et tout de suite, regardons comment je vais l'appliquer. C'est delta G0 pour les produits. Et quels sont les produits? Nous avons le CO2 et nous avons l'H2O. Donc, je vais mettre, bien sûr, les coefficients stéchiométriques, donc multiplier, donc les valeurs delta G0 pour les composés qui sont connus, donc sont tabulés. Donc, par exemple, l'H2O ou bien le CO2 ou bien le CH4 possèdent des delta G0 standards qui sont tabulés. Donc, ce sont des données de littérature. Je prends par exemple l'H2O. L'H2O possède un delta G standard de l'ordre de moins 237. Parce que j'ai cité tout à l'heure que delta G peut être positif ou bien négatif. Pour un corps pur, c'est quoi un corps pur? C'est comme l'oxygène, O2 par exemple.
Là, c'est comme delta H. Delta J égale à 0 parce que je n'ai pas formé l'oxygène. Donc, l'oxygène est pris dans son état de référence. Donc, je donne une valeur delta G0 égale à 0. C'est pour l'oxygène O2, pour l'H2, par exemple, pour un état solide, pour le carbone solide, par exemple. Donc, tout ce qui est liquide solide, c'est-à-dire tout ce qui est à l'état standard, donc delta G0 est nul. Voilà. Donc, je reprends. Delta G0 pour le CO2 est 80. Je ne sais pas, ils m'ont donné un 10 minutes pour mettre à nouveau. Donc, le delta G0 pour la création de CO2, l'énergie de gypse est de l'ordre de moins 394. Pour l'H2O, donc c'est moins 237. Pour CH4, c'est moins 50,8. Et pour l'oxygène O2, la valeur est de 0. Bon, peut-être vous remarquez que les valeurs de delta G0 pour le CO2 et pour l'H2O est négatif. Donc, pourquoi négatif? Parce que ces réactions-là sont des réactions favorables, attention, parce que la création de CO2 à partir des éléments constitutifs est un processus exothermique. Donc, exothermique, il y a une augmentation de désordre lors de la formation de cette molécule-là. Donc, il va tout de suite, le signe de delta G0 est négatif. C'est-à-dire là, normalement, à ce stade-là, vous pouvez même prédire vous maintenant, parce que le signe négatif, c'est explicable, parce que la formation de CH4 est un processus exothermique, si vous vous souvenez bien, lors de la discussion des enthalpies, parce que j'ai mis que l'enthalpie standard de la création de ces molécules, ce sont des enthalpies négatives. Donc, ce n'est pas étonnant de voir une valeur de delta G0 ici négative. Voilà, je calcule pour la réaction, je trouve une valeur, imagine, de moins 818 kJ. Regardons le signe, c'est un signe négatif, donc on peut dire que notre réaction est spontanée. Et regardons, j'ai mis une seule flèche pour vous dire que cette réaction, elle libère acide-chaleur. Regardons, c'est moins 818 kJ et votre réaction est spontanée et non pas équilibrée. Bon, je vois s'il y a une question. Oui. Pourquoi on met plus de mol? Attention, les gens qui posent la question. D'ailleurs, les coefficients stéchiométriques, c'est à respecter. C'est la loi de S. Bon, la question tout à l'heure posée, pourquoi on a mis 2? Donc, il faut revenir à la loi de S. Dans le premier cours de delta H, il faut multiplier par les coefficients stéchiométriques. Ça a été discuté, non? Attention pour cette remarque. Donc, il ne faut pas oublier parce que c'est pour nous, on discute par rapport à une mole. Et ça a été expliqué, c'est kilojoules par mole. Mais lorsqu'il s'agit de 2 moles, il faut multiplier fois 2. C'est un demi, il faut multiplier fois un demi, ainsi de suite. Bon, ce qui est important de cette réaction, que maintenant, là, lorsque j'ai mis une seule flèche, il ne faut pas poser la question, madame, pourquoi cette réaction est non pas équilibrée. La réponse maintenant est claire, c'est parce que delta G est négatif. N'est-ce pas? Mettez si vous avez des commentaires. Donc, le signe de delta G, c'est un paramètre important pour juger l'avancement de votre réaction. C'est-à-dire, est-ce que la réaction se déroule dans le sens 1 ou bien c'est un équilibre, si vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est pour delta G0. Maintenant, toujours en restant dans delta G, parce que c'est important, imagine que je ne travaille pas dans des conditions standards. C'est-à-dire, je ne travaille pas à des concentrations inframolaires et je ne travaille pas à des pressions en atmosphère. Comment je calcule ou bien comment je prédire le sens d'une réaction chimique? Et ça, c'est en général. Donc, ça, c'est un cas particulier. Si je travaille à des concentrations standards, c'est-à-dire inframolaires, ou bien des pressions en atmosphère,
la réponse est claire, c'est de calculer delta G standard. Mais imagine, mes conditions ne sont pas standards. C'est-à-dire, je ne prends pas les concentrations de réactifs ou bien des produits à 1 fois molaire. Je changerai les concentrations. Et c'est le cas idéal de n'importe quelle réaction, parce que les réactions chimiques ne se déroulent pas à des concentrations 1 fois molaire. Je peux changer, je peux jouer sur les concentrations comme je veux moi. Maintenant, comment je juge l'avancement de ma réaction? Attention, toujours, je juge la réaction, ce n'est pas par delta H, ce n'est pas par l'entropie, c'est par delta G. C'est clair maintenant. Je ne reviens pas à dire toutes ces remarques à chaque fois. Maintenant, le point crucial pour juger l'avancement de n'importe quelle réaction, c'est l'expression de Gibbs. Voilà. Regardons, j'ai mis le cas général. Toujours, la clé, c'est quoi? C'est d'appliquer la loi de Hess. Attention, j'ai éliminé maintenant le cas standard parce que je ne travaille pas dans des cas standards. Je calcule delta H pour cette réaction, delta G pour cette réaction. Et je regarde le signe toujours. Le point ici, c'est le signe. Si ma delta G est négative, eh bien, la réaction est spontanée. Il n'y a pas un équilibre. Si je calcule delta G et je trouve une valeur positive, qu'est-ce que je peux dire? Que ma réaction n'avance pas. C'est-à-dire, la réaction n'avance pas. C'est-à-dire, je suis en train de former les réactifs. Bon, les réactifs se forment à partir du produit. Donc, ma réaction ne s'évolue pas vers la formation de produits. Et ça, c'est un problème parce que si la réaction ne s'avance pas, donc il faut trouver d'autres conditions. Les conditions, on les verra après parce que moi, je parle toujours dans des conditions qui sont des conditions naturelles. Bon, je ne changerai pas parce que si je changerai les conditions, ça revient à la loi de Le Chatelier. Et j'espère que vous vous souvenez bien cette loi-là, c'est en modifiant les paramètres extérieurs. Concentration, pression, volume, température. Voilà. Moi, je discute un état, c'est-à-dire un état naturel. C'est-à-dire, j'ai préparé une réaction chimique, j'ai mis des concentrations qui sont différentes de 1 fois par molaire, 1 fois molaire, et je calcule delta G durant cette réaction. Je connais les produits, je connais les réactifs, je connais les delta G0 standard parce que c'est un peu foncé. On verra après comment je peux utiliser cette valeur delta G en utilisant les valeurs standards. Et je trouverai une valeur soit positive, soit négative. Négative, si je trouve delta G négative, et bien ma réaction s'évoluera, c'est-à-dire on est en train de former des produits. Si je calcule delta G, je trouve que cette valeur est positive, et bien ma réaction n'aura pas lieu et il faut changer les conditions après. Mais si je calcule delta G et je trouve que cette valeur est nulle, ça c'est très important. Si vous trouverez que votre delta G est nul, ce qui fait quoi? Ce qui fait que votre réaction est stoppée. Il n'y a pas un avancement. Et qu'est-ce que les conditions d'un équilibre chimique? Nous avons dit que la réaction est équilibrée, ce qui fait qu'il n'y a pas un avancement. Il n'y a pas un avancement. Il n'y a ni formation des produits, ni formation des réactifs. Il y a l'égalité des vitesses, vitesse directe et vitesse indirecte. Et tant qu'il y a la réaction, il n'y a pas une transformation. Il n'y a pas une réaction. Il n'y a pas une énergie. Il n'y a pas une énergie. Revient à dire qu'il n'y a pas delta G. Donc, delta G est nul. Parce que je parle de delta G. Quand est-ce que je parle de delta H et de l'entropie? Lorsqu'il y a une transformation. S'il n'y a pas une transformation, si la réaction est stagnée, s'il n'y a pas un avancement, il n'y a pas production d'une énergie, il n'y a pas production d'une énergie, revient à dire que votre delta G est nul. Eh bien, vous êtes dans un état d'équilibre. Je ne sais pas ce que vous avez compris, l'idée ou non. Il y a une question, je reviens. Est-ce qu'on calcule cette formule ou bien ces données? Eh bien, il faut calculer à chaque fois. Bon, la question qui a été posée maintenant, c'est delta G, il faut calculer. Delta G, on peut la calculer soit
soit dans les conditions standards, soit dans les conditions qui ne sont pas standards. Comment on le calcule? On calcule par la loi de S. Regardons, hein, dans la suite de cours. Bon, on dispose de cette réaction. Hein, regardons, réaction générale. Si votre réaction se déroule dans des conditions standards, eh bien, je calcule delta G0. C'est très important. Trouver delta G0 pour cette réaction. Parce qu'à travers delta G0 de cette réaction, je peux calculer delta G de la réaction. Donc,